Depuis le début de ce podcast, il y a 1 an, je vous ai raconté plusieurs affaires datant de 1936 ou 1937. À croire que c'était vraiment une période troublée où les crimes de grande ampleur se multipliaient. Après tout, lorsque la guerre gronde, n'est-ce pas le meilleur moment pour un criminel pour se fondre dans la masse de la violence ? Le 15 novembre 1936, on découvre à bord d'un train rapide reliant Strasbourg à Vintimille en Italie, le corps sans vie d'une jeune femme qu'on a cru d'abord endormie. Mais plus les gares s'enchaînent, plus les heures tournent, plus le soleil s'élève sur l'horizon de la Côte d'Azur, et plus ce sommeil de plomb intrigue le contrôleur qui doit faire son travail. De ce sommeil, Suzanne Garola ne s'en réveillera jamais. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés du Rapide 759. Le soleil ne s'est pas encore levé, mais Marius Veyrac marche d'un pas décidé sur le quai de la gare. Beaucoup vont au travail, mais en ce qui le concerne, c'est aussi son travail qui vient à lui. Le train rapide 759, en provenance de Strasbourg et en direction de Vintimille, entre en gare d'Avignon. Il est environ 4 heures du matin et Marius monte dans le train. Durant le voyage jusqu'à Marseille, où ils arrivent en gare à 4h25, il n'est qu'un simple voyageur. C'est son collègue Gauthier qui est alors en service. À 4h30, ils échangent donc leurs casquettes et c'est Marius qui prend la relève jusqu'au terminus. Je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il fait entre 4h30 et 7h30 du matin. À 7h30 en tout cas, c'est l'heure des premiers contrôles de billets. En effet, pour des raisons évidentes, il attend que les passagers, endormis dans leurs compartiments respectifs depuis Strasbourg ou même depuis Lyon, se réveillent petit à petit. Contrôler, oui, importuner, non. 1 heure après avoir commencé son contrôle, Marius arrive dans un compartiment de seconde classe où dort encore une jeune femme. Du couloir, il ne peut pas voir son visage, ni même son corps, qui sont tous les deux recouverts par la couverture louée sûrement au départ par la voyageuse. Mais peut-être a-t-elle eu froid car la couverture lui couvre jusqu'au nez. Pour Marius, l'heure est acceptable pour pouvoir rentrer dans le compartiment, secouer gentiment la dame et lui demander son billet. Il s'apprête donc à rentrer dans le compartiment, mais un homme aux cheveux gris, posté dans le couloir, une clope à la main, l'interpelle et lui dit « Ne la réveille pas, tu vois bien qu'elle dort trop bien !» Marius acquiesce et continue sa route en se disant qu'il reviendra la voir plus tard. Mais plus tard, justement, en gare de Menton à 10h30 passées, il s'inquiète quand même de ce sommeil prolongé en repassant dans le wagon. Cette fois, il ouvre la porte du compartiment, mais la jeune femme ne bouge pas d'un iota. Un peu inquiet et n'osant toujours pas la réveiller, il se décide à aller chercher le convoyeur du train, à ce moment-là, Monsieur Cacavelli. Ils reviennent donc tous les deux et ils n'arrivent bien sûr pas à la réveiller. La couverture qu'elle avait sur elle glisse alors à leurs pieds et là, plus de doute possible, ils se rendent bien compte non seulement qu'elle est morte, mais qu'elle est en plus ligotée. Aussitôt, il fait prévenir à Menton le commissaire spécial qui fait sceller le compartiment tragique, puis il fait décrocher le wagon et le fait remorquer jusqu'à Nice, où le parquet est saisi. Le juge d'instruction local, M. Giacomoni, est immédiatement mandaté sur l'affaire et l'inspecteur Petit, de la brigade de Marseille, dirigé par le commissaire divisionnaire Martin, accourt et collabore aux premières recherches. Évidemment, la première chose à faire, c'est de savoir qui est cette femme, avant même de savoir pourquoi elle est morte, et encore plus pourquoi elle est morte dans ce train. C'est parti, je vous présente notre victime du jour. On retrouve une enveloppe qui porte le logo de la confiserie La Marquise de Sévigné dans son sac à main, posée sur l'oreiller qu'elle a aussi loué à la compagnie à son départ de Lyon. C'est ce qui permettra de trouver rapidement son identité. Il s'agit de Suzanne Garola, 33 ans, une jeune veuve qui habite à Cannes. Et comme c'est important de bien connaître la victime avant de chercher l'assassin, on fouille de suite dans son historique. C'était qui, elle faisait quoi, avec qui, comment, on rentre dans sa vie et on y va à fond. Suzanne travaillait dans une confiserie qu'elle avait en gérance, une des succursales de la boutique bien connue à l'époque, la Marquise de Sévigné. Il existe alors plusieurs boutiques sur la Côte d'Azur et la maison mère se trouve, elle, à Roya, au sud-ouest de Clermont-Ferrand. Suzanne a pris la tête de la succursale de Cannes, rue d'Antibes, en 1930, alors qu'elle vient de perdre son mari quelques années plus tôt et que son jeune fils n'a que 6 ans.
Sous sa direction, la confiserie prospère au point d'y ajouter même un salon de thé et la boutique devient extrêmement renommée à Cannes. Plusieurs années après avoir pris la tête de la confiserie, elle met son fils au collège municipal et en ville, c'est un peu la mère modèle. Évidemment, être mère célibataire n'est pas un quotidien facile, mais son pauvre mari, qui travaillait dans l'industrie du savon, est mort en 1921 des séquelles de la Première Guerre mondiale et de sa vie dans les tranchées où il a été gazé. Plusieurs années passent cependant, et Suzanne, qui est une jolie femme et encore très jeune, commence à fréquenter un homme, monsieur André Alardi. Rien de bien important à en dire, mais sachez qu'elle était donc officieusement en couple. On est bien en 1936, ils ne sont pas mariés, mais il est connu pour être son ami depuis des années. Quelques mois avant le drame, la confiserie est la cible d'un cambriolage, et Suzanne se retrouve nez à nez avec les voleurs dans la cave de la boutique. Depuis, ses proches la disaient peureuse, au point de demander par exemple au contrôleur de la raccompagner jusque devant chez elle lorsqu'elle rentrait de Nice par le dernier autobus. Maintenant que l'on sait un peu qui elle est, on peut s'intéresser à ce qu'elle faisait dans ce train de nuit ce 15 novembre 1936. Suzanne est en fait partie de Cannes le 2 novembre. L'été est passé, l'automne est d'ailleurs bien amorcé, et les touristes ont déserté la Côte d'Azur depuis un bon moment. Elle décide alors de profiter de la période creuse de la boutique pour faire comme souvent un voyage. Elle part avec l'homme qu'elle fréquente, monsieur Alardi, et tous les deux partent à Paris en train et profitent d'un séjour en amoureux avant de se séparer un temps pour mieux se retrouver à la maison. S'ils se séparent à ce moment-là, c'est parce que Suzanne veut profiter aussi de cette période creuse où elle a laissé ses vendeuses gérer la boutique pour se rendre à la maison mère à Roya. Là-bas, elle souhaite s'entretenir tout simplement avec la direction pour avoir des informations sur les prochains objectifs notamment. Elle déjeune donc avec le directeur et y reçoit des instructions pour les prochains mois, pour elle et pour sa mère, qui dirige 2 succursales à Nice. À elles deux, la mère et la fille gèrent donc 3 succursales sur la côte, à Cannes et à Nice. Le 14 novembre, elle reprend donc un train seule et fait une escale à Lyon pour passer voir sa sœur et son beau-frère. Arrivée là-bas, elle envoie un télégramme à ses proches restés à Cannes, notamment son fils, en précisant qu'elle arrivera bien le lendemain matin par le train de 7h52. Elle dîne donc en famille à Lyon, puis son beau-frère et le père de celui-ci l'emmènent à la gare de Lyon-Perrache pour qu'elle puisse prendre le train de 23h15. À entendre sa sœur, elle était très gaie ce soir-là, ravie de retrouver son petit garçon le lendemain matin. Le lendemain, justement, son amie et collègue mademoiselle Gauthier et son jeune fils sont là pour l'accueillir sur le quai de la gare à Cannes, mais elle ne descend pas du train. Et le train repart. Le 15 novembre, jour du drame, la mère de Suzanne devait déjeuner avec elle à Cannes, mais elle n'est bien sûr jamais venue. Le 17 novembre, Suzanne est enterrée à Nice. Au début de l'enquête, les policiers n'ont aucune piste, alors ils se tournent vers les amis et la famille de Suzanne Carola pour tenter de comprendre l'entourage. Avait-elle des ennemis, elle qui était jeune, belle, pleine de succès avec sa boutique? Mais elle semble bien n'avoir aucun ennemi et même pas une rivale. Elle vit comme une petite bourgeoise et au grand jour, pas de cadavre dans le placard, a priori. Avant que l'enquête démarre, la brigade mobile de Marseille se charge des premières constatations dans le wagon qu'ils ont fait rapatrier à Nice. Suzanne est toujours allongée, ligotée sur son siège de compartiment. Évidemment, vu sa posture, le crime ne fait aucun doute. Elle est donc ensuite rapidement retirée et emmenée par la scientifique pour être autopsiée et ils espèrent déjà pouvoir comprendre comment elle est décédée avant même de découvrir pourquoi. En attendant qu'ils fassent leur travail à la morgue, ils passent le compartiment au peigne fin. Et par peigne, je rigole à peine, car ils retrouvent d'abord un cheveu d'homme blond qu'ils mettent de côté. Tout indice est bon à prendre. Sur la banquette en face d'elle, justement, il y a une petite mallette qui lui appartenait manifestement, mais qui n'a pas été fouillée. On retrouve posé sur le dessus du contenu son billet demi-tarif préparé en cas de contrôle. En revanche, son sac à main qui était sous sa tête, sous l'oreiller, a été ouvert et on a volé environ 1 millier de francs, on l'apprendra plus tard. Ses papiers d'identité ont également disparu. Ça a été notifié très tôt cependant, si l'argent a été volé,
Elle portait sur elle des bijoux de valeur lorsqu'on a retrouvé son corps sans vie. Lorsque les enquêteurs marchent dans le compartiment, ils remarquent à gauche de l'entrée des débris de verre. Ces débris sont immédiatement identifiés par des spécialistes sur place. Ce sont les fragments de ce qui semble être une grosse ampoule de chlorure d'éthyle, un anesthésiant puissant, mais des plus répandus qu'on peut quand même se procurer sans ordonnance et plutôt bon marché chez n'importe quel pharmacien. Ce narcotique a la particularité de ne pas dégager d'odeur caractéristique, donc il est plutôt discret, mais pas moins efficace. On retrouve également une valise vide au-dessus de sa couchette, et avant de prendre le corps pour autopsie, on lui retire un cache-cou et un mouchoir brodé de la lettre M de sa bouche qui semblent tous les deux masculins. Aucun autre élément ne peut être relevé dans le compartiment. Les vitres sont levées, il n'y a sur les coussins et sur les parois aucune trace suspecte. Le crime a dû être commis rapidement, avec un extraordinaire sang-froid, par quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui ne veut faire aucun geste inutile. La victime attaquée, endormie, n'a même pas dû se réveiller de son coma artificiel avant de mourir. Elle ne s'est a priori pas défendue et aucune empreinte n'a pu être relevée. Bon, c'est un peu maigre. Vous vous souvenez au début quand je vous ai raconté un peu comment le contrôleur Marius Vérac a cherché à la contrôler puis s'est ravisé à cause d'un inconnu aux cheveux gris? Eh bien, on demande aux gens présents dans le wagon de se faire connaître, mais tous sont mis hors de soupçon. On ne retrouve pas l'homme aux cheveux gris qui serait, d'après Vérac, descendu à Nice avec un autre homme, son complice sûrement. Et tout ce que je vous ai raconté au début sort tout droit de la déposition de Vérac. Mais bien sûr, les enquêteurs n'entendent pas que lui et décident de faire parler aussi le convoyeur présent ce jour-là, son collègue Cacavelli. Et là, ça commence à devenir un peu intéressant. Évidemment, l'homme n'était pas lui-même dans le compartiment avant de s'y rendre en gare de Menton, mais alors que Vérac avait déclaré vouloir de la compagnie pour ouvrir ce compartiment suspect de cette femme qui n'en finissait plus de dormir, Cacavelli, lui, explique qu'à Menton, Vérac a couru vers lui en s'exclamant « J'ai une femme morte dans un wagon ». Comment savait-il qu'elle était morte s'il n'était pas encore entré? On lui laisse le bénéfice du doute pour le moment, c'est tout frais et justement, les résultats d'autopsie arrivent déjà. Les voici. La femme est morte d'asphyxie. Il est vraisemblable qu'elle a d'abord été endormie à l'aide d'un anesthésique très puissant, le fameux chlorure d'éthyle, et pas avec du chloroforme, et qu'elle a ensuite été ligotée et bâillonnée. L'assassin ne devait pas avoir l'intention de la tuer, mais malheureusement il avait serré trop étroitement le bâillon sur la bouche et le nez. La victime endormie a succombé à l'asphyxie et a dû mourir sans reprendre conscience, après environ une agonie d'1 heure. Elle n'a subi aucune autre sorte de violence. D'après le légiste, elle serait morte entre 5h et 6h du matin, donc l'assassin aurait opéré globalement entre les gares de Marseille et de Toulon, juste avant le lever du jour et pas plus tard que Toulon. Elle porte un paletot et un chapeau à motif léopard. Lorsqu'on la retrouve, sa robe est relevée jusqu'aux genoux et on voit apparaître ses bas et la graffe de sa jarretelle. Il y a bien une légère marque sur le cou, mais qui ne permet pas du tout de parler de strangulation pour le moment. Ses mains et ses pieds sont attachés très serrés au poignet, avec une chaînette de nickel. Elle a un tampon de coton imbibé d'anesthésiant sur la bouche et le nez, et dessus son bâillon est un chiffon un peu grossier à carreaux mauves, du genre qu'ont les ouvriers pour s'essuyer. Il est brodé de la lettre M et est maintenu serré contre la bouche par un cache-cou, lui aussi qui appartient clairement pas à la haute société. Il y a quelques traces de sang mineures sur ses joues et une sorte d'écume blanche au bord de son nez. Tout au début de l'enquête, le légiste informe ses collègues policiers de son intuition. Ils étaient 2 pour commettre le crime. Il donne également des indications fort utiles en expliquant que si Suzanne a été attachée en plus de l'anesthésie, c'est parce que même endormie, les patients remuent souvent, et elle aurait pu ainsi inconsciemment alerter en faisant du bruit. Le criminel connaissait donc ce détail aussi, semble-t-il, bien qu'il ait commis un tas d'autres gaffes en laissant un tas d'autres indices. Courant du mois de novembre, on en est donc là, c'est-à-dire nulle part. On ne sait pas ce qui est arrivé à cette pauvre femme, ou ce qu'elle a bien pu faire pour mériter pareil traitement. La première piste, la plus probable en fait, c'est le crime crapuleux. Rapidement, les journaux comme Paris Soir, l'Excelsior ou encore le Petit Provençal titrent tous que Suzanne Garola a été détroussée puis tuée dans le train rapide 759 qui reliait Strasbourg à Vintimille. Sauf que, ils n'en savent rien. Bien sûr, l'idée du rôdeur dans le train qui dévalise les quelques sous qu'ont les passagers endormis, puis qui saute d'une gare à l'autre, ce n'est pas nouveau.
Et si on pense à ça directement, c'est parce que dans ces années-là, ce n'est pas rare que des affaires de pillage dans les trains fassent la une. Il y a même souvent des morts. Celle de Suzanne Garola ne pourrait être qu'une histoire parmi d'autres. En 1935, un mort dans le célèbre Orient Express. Puis en 1937, une femme est étranglée avec son foulard dans son wagon de première classe du Paris-Marseille. La même année, on retrouve un homme découpé dans une malle dans un train. Cette affaire est d'ailleurs très connue. Et puis même en 1943, un passager est retrouvé mort poignardé dans son compartiment. L'affaire reste non résolue pendant plusieurs mois, les enquêteurs suspectant tantôt un vol ayant mal tourné, tantôt un règlement de compte. Bref, des gens qui meurent dans des trains et à qui on pique un paquet de fric, ça arrive quand même, sauf que là, ça colle pas vraiment avec la thèse du crime crapuleux. Rappelez-vous, ok, il manque quelques sous dans le portefeuille de Suzanne Garola, mais non seulement la mallette sur le siège d'en face n'a pas été fouillée, mais ses bijoux de valeur n'ont pas été volés non plus. Étrange, non ? Pour des criminels cupides qui cherchent l'argent facile. Je sais pas vous, mais si je m'imagine à leur place, face à cette femme dans un semi-coma, je prends la bague, le bracelet, les pierres précieuses, quoi. Et c'est cet élément, des bijoux non volés, qui empêche les premiers enquêteurs de croire complètement au crime crapuleux. Mais ce n'est pas que ça qui les retient de classer cette affaire comme étant un simple pillage qui a mal tourné. Il y a également une lettre anonyme qui tombe entre leurs mains dès le 19 novembre 1936, soit 4 jours après le meurtre de Suzanne, et qui va complètement rebattre les cartes, alors que l'affaire semble déjà prendre la voie d'un cold case glacial. Une lettre écrite par une femme dont le témoignage va venir appuyer toutes les incohérences et la déposition d'un certain contrôleur. Mais je vous raconterai tout ça dans le prochain épisode de cette saison 12 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire Suzanne Garola.